Fusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Fondation Rovaltin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement sur le thème de la lutte contre la pollution par les plastiques. Avant de commencer, quelques mots sur ce qu'est la Fondation Rovaltin. Il s'agit d'une fondation scientifique basée en France qui a pour objectif de produire et de diffuser de la connaissance scientifique sur des sujets à fort enjeu en lien avec les thématiques liées à la protection de la santé et de l'environnement. Pour ce faire, la Fondation joue le rôle de plateforme entre les acteurs de la recherche, mais également les différentes parties prenantes. Dans le cadre de son action, elle bénéficie du soutien d'un conseil scientifique international qui assure une mission de prospective et qui a pour objet essentiel d'accompagner la Fondation dans son positionnement sur différents sujets et d'identifier les grosses problématiques de recherche sur laquelle la Fondation Rovaltin pourrait se positionner. En 2017, le conseil scientifique de la Fondation a travaillé sur les enjeux de recherche autour des micros et des nanoplastiques au-delà des océans, et c'est ce travail que nous allons vous présenter à l'occasion de ce webinaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Au cours de l'année 1977, de nombreux événements ont marqué l'actualité. Vous en avez quelques exemples ici, entre l'inauguration du centre Georges Pompidou, le premier vol de la navette spatiale américaine. Et à l'époque, un événement est quasiment passé sous silence, car à l'époque, il était novateur et ne prêtait pas le flanc à la discussion. C'est un travail scientifique puisque était publiée la première étude sur la contamination des oiseaux marins par les plastiques. C'est là que commence cette aventure liée à la présence de plastique, de déchets plastiques dans l'environnement marin. Entre 1977 et 2017, ce sujet est devenu très médiatique. Vous voyez sur cette diapositive les différentes unes d'un certain nombre de journaux qui titrent sur la pollution par les plastiques, la présence grandissante de plastique partout dans notre environnement. Et c'est un sujet qui est devenu extrêmement médiatique et qui s'est cristallisé autour d'un concept, celui du 7e continent, ces plaques de déchets qui dérivent au milieu des océans du globe et où s'amoncellent les déchets produits sur Terre, puisque la communauté scientifique nous le rappelle, 80% des déchets trouvés en mer proviennent de la Terre. Au cours de cette même période, au-delà du 7e continent, sont apparues deux notions. La première est celle de la globalité de cette contamination, puisqu'effectivement la pollution plastique est une pollution globale que l'on va pouvoir retrouver bien évidemment dans les océans, mais dans beaucoup d'autres matrices environnementales, qu'il s'agisse des lacs, des rivières, mais aussi des écosystèmes terrestres, aériens, ainsi que dans notre chaîne alimentaire. Et puis au-delà de ces macro-déchets extrêmement visibles, le développement des connaissances scientifiques a fait apparaître de nouveaux concepts, de nouveaux polluants, avec dans un premier temps les microplastiques et plus récemment les nanoplastiques, des particules qui mesurent moins de 5 mm et qui vont pouvoir contaminer largement notre environnement. Alors ces micros et ces nanoplastiques peuvent avoir des origines extrêmement diverses. Celle qui semble la plus intuitive est celle qui est issue de la fragmentation des déchets plastiques, des macrodéchets qui vont devenir de plus en plus petits jusqu'à former des micros et des nanoplastiques. C'est également le cas de granulés plastiques qui sont utilisés dans l'industrie pour la fabrication de produits finis en matière plastique et dont les relargages accidentels peuvent contribuer à la contamination de l'environnement par des particules de petite taille. Et puis, il y a également les sources primaires de microplastiques. Vous en avez 4 qui sont présentées sur cette diapositive, avec en premier lieu les fibres textiles synthétiques issues du lavage des vêtements synthétiques. On sait par exemple qu'une machine à laver
rejettent entre 2000 et 7000 microfibres par lavage. C'est également le cas des produits d'hygiène, avec notamment l'ensemble des produits exfoliants qui contiennent des microbilles de plastique pour remplir leur usage. Une autre source qui est documentée est celle qui concerne l'usure des pneumatiques. Oui, nous changeons nos pneumatiques et donc la couche qui a disparu se retrouve sous forme de microparticules dans l'environnement. Et c'est également le cas des marquages routiers qui contiennent, lors de leur dégradation, qui vont relarguer des microparticules de produits synthétiques et notamment une certaine quantité de produits plastiques. Donc des sources extrêmement variées et qui vont contribuer à une contamination large de l'environnement, puisque comme je vous le disais en introduction, les microplastiques sont désormais retrouvés, et un certain nombre de travaux scientifiques le démontrent aujourd'hui, dans des matrices extrêmement diverses et variées. Au-delà des océans, bien évidemment, les lacs et les rivières, qui alimentent nos mers et nos océans, et par lesquels vont transiter les microplastiques. Et au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir une quantité significative de travaux scientifiques qui nous montrent qu'effectivement, les lacs et les rivières contiennent des concentrations euh, croissantes de microplastiques. C'est également le cas des glaces polaires, avec une étude récemment publiée qui nous montrait que en Arctique, il y a dans les glaces polaires des concentrations relativement importantes de microplastiques. Et puis ces nouveaux polluants vont pouvoir être retrouvés dans la chaîne alimentaire, qu'il s'agisse de l'eau potable, alors eau du robinet ou en bouteille. Il y a eu de récents travaux sur ce sujet développés en Amérique du Nord et qui s'intéressaient justement à la présence de microplastiques dans les eaux de consommation à travers le monde et qui montraient effectivement une grande disparité dans les résultats en fonction des zones géographiques, en fonction des pratiques sur les différents territoires. Et puis un certain nombre de travaux qui montrent que ces micro et nanoplastiques vont également pouvoir être retrouvés dans de l'alimentation, le miel, les produits de la mer, bien évidemment, mais également la bière et le sel sont quelques exemples d'études de produits pour lesquels des études nous ont montré qu'il y avait des microplastiques que l'on pouvait retrouver dans ces différentes matrices alimentaires. Alors les concentrations sont extrêmement variables et c'est actuellement une source de débat et de contradiction, puisqu'en l'absence de méthodologie adéquate et reconnue par tous, les concentrations que l'on va pouvoir retrouver vont varier bien évidemment en fonction de la matrice étudiée, du milieu dans lequel on a fait le prélèvement, mais également en fonction de la méthodologie qui a été étudiée. Et donc les concentrations qui sont documentées sont à ce jour à prendre encore avec des pincettes, mais doivent quand même constituer un signal d'alarme qui doit nous pousser à aller investiguer plus largement cette contamination. Et puis ces microplastiques, s'ils sont présents dans l'environnement et dans les matrices alimentaires, peuvent avoir des effets multiples. Effectivement, une particule de micro ou de nanoplastique peut agir de trois manières sur un organisme vivant ou sur un écosystème. D'abord par le fait d'effets physiques liés à l'action mécanique des microplastiques, abrasion, obstruction du tube digestif ou des voies respiratoires. Voilà, ce sont des exemples d'actions que peuvent avoir les micro et les nanoplastiques. C'est par cette voie que vont également agir les macroplastiques. Nous avons tous en tête ces images de tortues ou de mammifères marins qui ont ingéré de grandes quantités de plastique. Voilà, on est sur de l'effet physique que l'on va également retrouver pour les micro et nanoplastiques. Deuxième mode d'action, les effets chimiques qui peuvent avoir une double origine. D'abord, le relargage des molécules qui ont été absorbées sur les particules plastiques tout au long de leur cycle de vie et qui vont pouvoir être relarguées dans les organismes au cours de la dégradation des plastiques. Et puis, les adjuvants, les molécules qui constituent le plastique en soi, qui au cours de la dégradation
des micros et des nanoparticules vont pouvoir se libérer dans les organismes et ainsi générer différents effets propres aux molécules qui sont contenues dans les plastiques. Dernier type d'effet, les effets biologiques, puisque les micros et les nanoparticules de plastique ont la faculté d'absorber des polluants chimiques, mais également des polluants biologiques, qu'il s'agisse de bactéries, de virus, voire même d'espèces invasives, qui vont pouvoir, d'une part, affecter les organismes qui vont ingérer ces micros et nanoplastiques, mais qui vont également pouvoir aller contaminer des écosystèmes, et c'est particulièrement vrai et documenté pour les espèces invasives, qui vont pouvoir aller contaminer des zones dans lesquelles des espèces ne sont pas présentes et entraîner des déséquilibres au sein des écosystèmes. Donc des effets multiples qui vont pouvoir engendrer un stress toxicologique, voire écotoxicologique, et il sera important, notamment dans un contexte d'exposome, d'investiguer l'ensemble de ces trois types d'effets ensemble pour se faire une idée de l'impact que peuvent avoir les micro et nanoplastiques sur la santé et le fonctionnement des écosystèmes. Alors le conseil scientifique de la Fondation a pendant 6 mois travaillé sur ce sujet et identifié 4 grands enjeux pour la recherche sur cette thématique des plastiques et des microplastiques au-delà des mers et des océans. Le premier sujet concerne le développement d'une métrologie adaptée. Effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, il n'y a pas à l'heure actuelle de méthode d'échantillonnage ou d'analyse qui soit standardisée, qui soit acceptée par la communauté internationale pour déterminer les concentrations de ces micro et nanoplastiques, que ce soit dans les matrices environnementales ou dans les matrices alimentaires. Et de ce fait, il est important que la communauté scientifique se mobilise pour développer une méthode commune, acceptée de tous, qui pourra, dans un second temps, être normalisée, pour faciliter l'échantillonnage, la détection, mais également la quantification de ces micro et nanoparticules, et qui contribuera derrière à faciliter l'intercomparaison des résultats et leur acceptation par l'ensemble des parties prenantes. Au-delà du développement de la méthodologie, il semble également important de définir une unité commune qui permettra de faciliter la comparaison des résultats et de rendre, autant que faire se peut, interopérables les bases de données qui collectent ces résultats. C'est un enjeu qui est extrêmement important pour favoriser, comme je l'indiquais préalablement, la prise en compte et l'acceptabilité des résultats des études de recherche par les parties prenantes. Deuxième enjeu de recherche important, la caractérisation de la contamination. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous disposons de données relativement éparses réalisées par des laboratoires de recherche à travers le monde qui déterminent des concentrations, voire de manière plus ponctuelle des flux de micro et de nanoplastiques dans l'environnement, puis dans la chaîne alimentaire. Et il est important de développer plus largement cette connaissance, d'avoir une vision plus globale de cette contamination et donc de mettre en place des campagnes de mesure exploratoires à large échelle qui nous permettraient de mieux renseigner la nature de cette contamination, l'origine, les types de plastique qui sont contenus dans les différentes matrices et leur flux. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Comment se dégradent-ils? Dans le cadre de ces travaux, une attention particulière devra être portée sur les écosystèmes terrestres pour lesquels, au jour d'aujourd'hui, on dispose encore d'extrêmement peu de données relatives à la contamination par les micro et nanoplastiques. Cette deuxième recommandation s'appuiera bien évidemment et sera d'autant plus féconde qu'une métrologie adaptée aura été développée au préalable. Parmi les enjeux de recherche viennent également les questions relatives aux effets que peuvent avoir les microplastiques. Nous évoquions tout à l'heure 3 types d'effets qui peuvent être portés par ces particules. Et il est important d'évaluer l'impact de ces microplastiques, l'impact qui peut être aussi bien sanitaire que l'impact sur les écosystèmes.
Concernant les effets sanitaires des micro et nanoplastiques, il semble à ce jour important de caractériser les voies d'exposition de l'homme, mais également les impacts associés sur la santé humaine. Effectivement, nous voyons émerger de plus en plus de données sur la présence de ces nouveaux contaminants dans la chaîne alimentaire, et ces résultats renvoient inexorablement à la question de l'impact que va avoir cette contamination sur la santé humaine. Et donc, il est important de développer cette connaissance, de mobiliser des laboratoires de toxicologie, de développer des programmes pluridisciplinaires pour évaluer l'impact sur la santé humaine de ces contaminants. Pour ce faire, il semble nécessaire d'inscrire cette démarche dans un concept d'exposome visant à explorer l'ensemble des effets chimiques, physiques et biologiques sur la santé humaine. Au-delà des impacts sanitaires, se pose également la question des effets sur les écosystèmes. Et dans ce cadre-là, il est également important d'appréhender les mécanismes d'action des micro- et nanoplastiques sur les organismes et les micro-organismes au niveau individuel, mais également au niveau écosystémique. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de cette évaluation, un regard particulier devra être porté sur les écosystèmes terrestres, pour lesquels il existe à l'heure actuelle un manque important de données. Pour l'évaluation des effets écosystémiques, il semble important de regarder de manière plus attentive les effets biologiques que peuvent avoir les micro- et nanoplastiques. En effet, comme je l'invoquais précédemment, on sait que ces particules ont la capacité de transporter un certain nombre d'espèces qui peuvent être considérées comme des espèces invasives, qui vont pouvoir entraîner des perturbations dans un certain nombre d'écosystèmes. Et c'est un phénomène qu'il va être nécessaire de mieux caractériser pour mieux appréhender le risque environnemental généré par les micro- et nanoplastiques. Ce sont les 4 pistes de recherche qui ont été identifiées par le conseil scientifique de la Fondation, et ce sont les 4 sujets que la Fondation Rovaltin s'attachera à traiter dans les mois et les années à venir pour accompagner la recherche scientifique, pour accompagner les parties prenantes dans l'appréhension de cette problématique qui est une problématique de plus en plus prégnante et qui touche l'ensemble de nos écosystèmes et que l'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble de notre planète. Aussi, si comme 3 Français sur 4, vous pensez que la recherche peut apporter une solution aux problématiques de dégradation de la santé et de l'environnement, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure. Ça sera pour nous un grand plaisir de collaborer avec l'ensemble des parties prenantes qui sont intéressées par ces sujets. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.